On est en train de vous annoncer le prochain intervenant, qui est Monsieur Stéphane Rostagno, qui nous fait l'honneur d'être présent pour la 3e édition du congrès Crail. Vous pouvez toujours continuer à poser vos questions sur le chat YouTube. Et Monsieur Rostagno, c'est à vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous m'entendez. Donc j'espère que ce congrès se passe bien pour vous. Je vous avoue que c'est la première fois pour moi que je fais une intervention à distance sans avoir le regard des participants en face de moi pour voir si tout le monde comprend. Donc je vais essayer d'être le plus clair et concis possible. Donc la présentation que je vais vous faire est la présentation d'une revue littérature qu'on a réalisée pour la dernière édition des Journées francophones de kinésithérapie. Cette revue littérature elle a été réalisée avec Antoine Zagzik. Nous sommes tous les deux responsables du groupe d'intérêt en neurologie de la SFP, dont j'en reparlerai très rapidement à la fin, puisque ce que je vous présente là en direct a fait l'objet de fiches qui sont disponibles sur le site internet, donc vous aurez plus d'informations si vous le souhaitez sur ce site. La revue dont je vais vous parler concerne l'efficacité des bandes de taping dans les affections en neurologie centrale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais d'abord préciser un petit peu, faire une distinction entre le tape et le strap, parce que pas mal de confusion est faite sur le sujet. La définition anglaise en fait de taping correspond à ce que nous on définit comme des bandes adhésives inextensibles. Le strapping étant les bandes adhésives extensibles. Je fais cette petite précision parce qu'avec l'introduction il y a maintenant une dizaine d'années du kinésio-taping, pas mal de confusion a été faite en ce qui concerne ces montages et beaucoup de personnes associent le terme taping à des bandes adhésives extensibles, ce qui n'est pas forcément le cas. De plus, l'objet de cette revue littérature a porté exclusivement sur l'utilisation des bandes de taping. Nous avons volontairement exclu de nos critères de sélection les kinésio-taping pour une raison assez arbitraire, qui est que le sujet est relativement beaucoup étudié dans la littérature et peu de personnes, dans notre entourage en tout cas, semblaient connaître les indications des bandes de taping. Donc, en introduction, les bandes de taping sont utilisées pour plus d'indications que ce qu'il n'y paraît. La plupart du temps, la plupart des indications de ces bandes-là concernent les actions de stabilisation ou correction articulaire, mais la littérature a démontré d'autres efficacités ou d'autres indications que cette stabilisation, notamment en termes de proprioception, comme en termes de facilitation ou d'inhibition musculaire ou de réduction de douleur, et vous allez voir avec quelques montages ici. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, la question de recherche était de savoir quelle était l'efficacité des bandes adhésives non extensibles chez les patients présentant une atteinte neurologique centrale. Pour répondre à cette question, donc on a mis en place une revue de littérature, plus exactement une revue de la portée, qui avait pour objectif de présenter et de faire un état des lieux de la littérature, sans forcément faire de synthèse quantitative ou de méta-analyse de ces résultats. Les critères de sélection de cette revue de littérature étaient que tous les sujets étudiés devaient avoir une atteinte du système nerveux central, qu'elle soit pyramidale ou extra-pyramidale lorsqu'elle était cérébrale. Mais la lésion pouvait également être médulaire, qu'elle soit acquise ou dégénérative, comme par exemple des patients atteints de sclérose en plaques. L'intervention dont l'étude devait faire l'objet devait porter exclusivement sur l'utilisation de tape, qu'elle soit utilisée seule ou en combinaison avec d'autres traitements. On acceptait tout type de comparateur, que ce soit rien, placebo ou l'utilisation de notre traitement. Et les critères de jugement, là aussi, pouvaient porter sur une variété très large à partir du moment où c'était évalué en termes de structure anatomique ou de limitation d'activité. Les schémas d'études qui ont là aussi été sélectionnés étaient des études dites expérimentales, donc principalement des essais cliniques randomisés, qu'ils soient à bras, en croisé ou à corps divisé, mais également les études expérimentales sur cas unique ou les séries de cas avec alternance de traitement. La recherche documentaire a été faite principalement sur deux bases de données, PubMed et Pedro. L'équation de recherche utilisée sur PubMed est la suivante, donc je ne vais pas forcément vous la détailler. Pour ce qui est de la recherche documentaire sur Pedro, plusieurs stratégies de recherche ont été faites à la suite pour être plus sensible en termes de recherche documentaire, et vous avez ici la description de ces recherches-là. En termes de sélection des études et l'extraction des données, donc comme je vous l'ai dit en début, nous avons été deux pour réaliser cette revue de littérature.
La sélection et l'extraction des données ont donc été faites par Antoine Zegzik et moi-même. Et si nous avions un éventuel désaccord en termes de sélection comme d'extraction des données, nous faisions appel à un collègue à nous et ça n'a pas été le cas dans toute la littérature. Lorsque des informations manquaient, en tout cas, si c'était le cas, méthodologiquement, nous étions engagés à contacter l'auteur. Là aussi, la plupart du temps, nous avons trouvé les données nécessaires dans les études. En ce qui concerne les informations extraites, nous avons volontairement voulu mettre en valeur et en avant le schéma d'étude, la population étudiée, les modalités d'application du tape, comme je vais vous les montrer, le comparateur utilisé, et systématiquement, lorsque c'était possible, nous avons extrait le résultat avec le calcul de l'intervalle de confiance pour présenter le résultat de manière la plus objective possible. Ici, donc, vous avez le processus de sélection. Après sélection de toutes les études, nous sommes passés de 652 articles retrouvés dans la littérature à 18 études au final. Ces 18 études, en termes de schéma d'études, étaient assez hétérogènes. Il y avait une majorité d'essais cliniques randomisés, 11 plus exactement, plus 3 essais cliniques toujours randomisés, mais cette fois-ci croisés. Nous avions un essai clinique quasi randomisé, 2 séries de cas avec alternance de traitement et une étude expérimentale sur cas unique. Les régions anatomiques qui étaient étudiées étaient là aussi assez exhaustives. Vous avez une majorité d'études qui portaient sur l'épaule, 12 exactement, 3 sur la hanche, 3 sur la cheville et une sur le coude. En termes d'indication de tape, comme c'était indiqué tout à l'heure, la majorité des études recherchaient une efficacité en termes de stabilité articulaire. Nous avons toutefois retrouvé 4 études qui ont recherché une action motrice en termes de facilitation ou d'inhibition et une qui a recherché un gain articulaire. Les méthodes utilisées de tape étaient là aussi assez hétérogènes et faisaient appel à des techniques assez connues en musculo-squelettique comme les méthodes de tape utilisées par Mulligan, McConnell ou Morisset. Donc, si on commence par les tapes qui ont été retrouvées pour le membre inférieur, au niveau de la hanche, 2 études ont donc été retrouvées, une qui porte ici sur le tape glutéal et celle dont on va parler après sur les stabilisateurs de hanche. Cette première étude a porté sur une population d'hémiplégiques et avait pour objectif d'améliorer l'extension de hanche à travers un tape qui cherchait à favoriser l'activation du grand fessier. Donc ce tape, comme il est représenté là sur ce dessin, est un tape présenté à la base par Jenny McConnell, notamment dans les patients lombalgiques, et avec l'utilisation de 3 bandes ascensionnelles qui cherchent à mettre les fibres du grand fessier en course interne. Les auteurs ont cherché à voir si on pouvait obtenir une amélioration en termes d'extension de hanche à la marche, plus exactement. La taille d'effet était assez intéressante. On a retrouvé, l'étude en tout cas, a retrouvé un gain d'amplitude articulaire d'environ 14,2 degrés à vitesse confortable et 10 degrés à vitesse maximale. Et du coup, une amélioration de la longueur du pas du côté non hémiplégique de 3,3 cm en moyenne, ce qui semblait représenter une meilleure pas postérieure du côté hémiplégique. Le deuxième montage s'est lui intéressé à la facilitation ou l'activation motrice, cette fois-ci des stabilisateurs de hanche, moyen fessier et TFL. Là aussi, à travers un essai clinique randomisé, les auteurs ont comparé l'utilisation d'un tape, là aussi basé sur le tape de Jenny McConnell, comparé à l'utilisation d'une canne sans montage ou sans rien. Un troisième groupe était constitué de ce qu'on appelle un TheraDog, qui est une forme de tenseur élastique qui permettait là aussi de stimuler l'abduction de la hanche. Le critère de jugement principal était l'activation du moyen fessier et du TFL à travers un EMG. Et là aussi, l'étude retrouve des résultats plutôt positifs avec une amélioration à l'EMG du moyen fessier. Alors, une activation plus importante lorsqu'elle est comparée à un groupe sans aide technique que par rapport à un groupe utilisant une meilleure amélioration lorsqu'on comparait à un groupe avec une canne que lorsqu'on comparait à un groupe sans canne, ce qui suggérait indirectement que l'utilisation d'une technique, notamment une canne, avait plutôt tendance à diminuer, voire inhiber l'activation de ces stabilisateurs de hanche. Et là aussi, on avait une amélioration intéressante de l'activation motrice du TFL également. Au niveau du genou, et plus exactement du quadriceps,
L'étude de NAM en 2015 a cherché à voir si un montage placé sur le droit fémoral avec une divergence des bandes de part et d'autre de la rotule pouvait permettre d'avoir une action facilitatrice sur l'activation du quadriceps. Et là aussi, à travers des critères de jugement comme l'échelle de Berg ou le Tempo, les auteurs ont objectivé une amélioration de l'équilibre avec un gain moyen de 3 points sur l'échelle de Berg, une amélioration de la vitesse réalisée au Tempo, environ 1 seconde, et par contre, pas d'amélioration en termes de paramètres spatio-temporels. Contrairement à ce que la photo l'indique, le montage et la bande utilisée étaient bien une bande inextensible, alors que là, vous voyez que la bande utilisée est une bande extensible. Au niveau du genou, 2 études ont été identifiées. Une première étude qui a utilisé un montage présenté à la base par Mulligan et un deuxième montage qui cette fois-ci présente un montage un peu plus connu, celui de McConnell dans le syndrome fémoro-patellaire. Le premier montage de Mulligan a pour objectif, en temps normal, d'améliorer la stabilité articulaire du genou et plus exactement d'opérer une correction articulaire avec, en maintenant, si possible, une rotation médiale du tibia par rapport au fémur. Donc, le montage est réalisé avec un démarrage ici au niveau de la face extérieure du tibia et une rotation autour pour finir comme ça sur la face, là aussi, médiale du fémur. Ce montage-là a été étudié dans l'étude de Yun en 2015 et semble permettre une amélioration en termes d'équilibre et de vitesse de marche, représenté ici avec un point sur la posturographie et surtout une amélioration de la vitesse de marche de 6 cm par seconde. En ce qui concerne le montage ici retrouvé de Jenny McConnell qui cherchait à travers la correction de la rotule à améliorer l'activation du quadriceps, l'étude n'a cette fois-ci pas retrouvé d'amélioration par rapport à un groupe contrôle qui consistait à faire des techniques identiques mais sans cette fois-ci le tape. Au niveau de la cheville, plusieurs études ont été retrouvées. La première étude était une étude qui utilisait un montage, là aussi, introduit à la base par Mulligan, et qui est un montage qui a pour objectif de stabiliser, ou en tout cas de favoriser la postériorisation de l'astragale au niveau de la cheville. L'objectif principal des auteurs était, à travers ce montage, de faciliter ou d'améliorer la flexion dorsale lors de la marche de ces patients toujours hémiplégiques. Les critères de jugement étaient utilisés étaient le tempo, la vitesse de marche et les paramètres spatiaux de la marche. Et on a une amélioration assez intéressante sur plusieurs critères. Une amélioration au tempo, une amélioration de la vitesse de marche, mais également une amélioration des paramètres spatio-temporels, probablement grâce à l'amélioration de la flexion dorsale induite par le montage. Donc là, pour la petite explication, le montage, en fait, c'est un montage qui vient avoir une accroche au niveau des faces latérales et médiales du calcanéum, et la tension, en fait, est exercée de sorte à ce que la tension aille dans le sens de la flèche, comme vous le voyez ici, et cette tension, en fait, favorisant la stabilisation, voire la postériorisation de l'astragale, tend à améliorer la flexion dorsale des patients. Une autre étude a recherché l'efficacité d'un montage, cette fois-ci un peu plus complexe, que vous voyez ici, donc avec l'utilisation d'Ipafix toujours pour protéger la peau, comme ça a souvent été le cas dans les études. Ce montage-là avait pour objectif de rechercher un gain articulaire principalement, en maintenant le plus possible la cheville en flexion dorsale. La population étudiée était là aussi une population de patients hémiplégiques. Et le critère de jugement était la posturographie principalement. En ce qui concerne la posturographie, les résultats ne sont pas très positifs en faveur de ce traitement, que ce soit sur la posturographie comme sur les autres critères de jugement. Une autre étude s'est intéressée cette fois-ci à l'intérêt potentiel que le tape peut avoir sur l'amélioration du gain articulaire et de la réduction de la spasticité suite à une injection de toxine. Donc 2 études ont été réalisées dans ce sens-là. Une première étude de Carder en 2011, une deuxième de Reiter en 1998, 2 essais cliniques randomisés. Dans les 2 cas, les patients hémiplégiques recevaient une injection de toxine botulique au niveau du muscle du triceps sural. Et par la suite, les sujets étaient divisés aléatoirement en plusieurs groupes, soit des sujets recevant une technique de tape,
soit des plâtres alternés, soit des étirements passifs. Pour les deux études, on a un effet relativement semblable dans les groupes, suggérant que le tape n'a pas plus d'effet que des plâtres alternés ou des étirements réalisés manuellement par le thérapeute. Pour ce qui est du membre supérieur, la plupart des études se sont portées quasi exclusivement sur l'épaule, avec une seule étude portant sur le coude qu'on va voir par la suite. La plupart de ces études portaient là aussi sur des patients hémiplégiques et recherchaient principalement à travers la réduction du diasthésis à prévenir soit les douleurs d'épaule, soit à améliorer et à optimiser la fonction motrice du membre supérieur chez toujours ces patients hémiplégiques. Plusieurs montages principaux sont ressortis. Un premier qui s'appelle le California Triple Technique, qui consiste à appliquer 3 bandes sur les faces antérieures, latérales et postérieures du deltoïde, avec à chaque fois le patient avec le coude positionné en flexion. Et les bandes cherchent à maintenir le plus possible, comme vous avez sur les photos, une stabilisation et une cooptation de la gléno-humérale. Ces 4 études-là, donc l'étude de Chatterjee, Comey White, Heiner et Pandya, ont toutes étudié ce même montage-là, toutes sur des patients hémiplégiques à des stades plus ou moins variés, mais pour la plupart du temps en phase aiguë. Et en termes de résultats, ce montage semble assez intéressant en termes de réduction de la douleur, avec une réduction de la douleur sur le VA plutôt intéressante, une diminution de la subluxation modérée, 0,8 cm retrouvée à la radiographie, une amélioration au niveau de la flexion active d'épaule d'environ 5 degrés, comparativement à l'absence de tape, et une légère amélioration là aussi lorsqu'on évalue les patients avec la cotation de Fogelmeyer et le score du membre supérieur. Donc, les critères de jugement utilisés, en tout cas les tailles d'effet, étaient relativement modérés, mais plutôt en faveur de l'efficacité de ce traitement. Un deuxième montage qui a été retrouvé cette fois-ci par 2 études, Anklin et Griffin, qui ont d'ailleurs donné leur nom au montage, était un montage beaucoup plus léger. Ici, les auteurs n'ont utilisé qu'une bande d'hypafix et pas de bande inextensible comme c'est le cas dans toutes les autres études. On le voit difficilement sur la photo, mais les auteurs plaçaient un petit coussinet au niveau de l'aisselle pour éviter que la bande qui passe à l'intérieur de l'aisselle ne lèse la peau. Le montage donc consistait à venir entraîner une correction de la partie antérieure de l'épaule, passer à l'intérieur de l'épaule et remonter ici vers l'arrière. L'objectif ici des auteurs était de voir si la douleur apparaissait plus tardivement chez les patients présentant ce montage comparativement à des patients ne présentant pas de montage. Ici, pas de placebo, aucun placebo n'a été utilisé dans le groupe contrôle. Et les 2 études suggèrent une amélioration assez intéressante avec un nombre de jours sans douleur plus important dans le groupe expérimental que dans le groupe contrôle, et plus exactement une différence d'environ 10 jours en faveur du groupe expérimental du taping. Une autre étude a été retrouvée assez intéressante dans la manière dont elle a été construite, contrairement aux autres études qui s'intéressaient à évaluer l'efficacité d'un seul montage. Dans cette étude d'Appel, et puis exactement ces 2 études d'Appel, une première en 2011, une deuxième en 2015, l'auteur a cherché à évaluer l'efficacité de plusieurs montages. Donc, vous avez les dessins ici. Et chaque montage avait une indication différente en fonction de la présentation clinique des patients. Donc, les patients étaient classés en fonction de, on va dire, grands syndromes. Soit on considérait qu'ils avaient une rotation latérale scapulaire excessive, soit on considérait qu'ils avaient un décollement, une scapula lata plus exactement, soit on considérait qu'ils avaient une rotation médiale gléno-humérale, un mauvais alignement gléno-huméral, ou alors une diminution de la rotation latérale scapulaire. Et en fonction de l'examen clinique qui aboutissait à ce diagnostic, les montages suivants étaient appliqués pour cette fois-ci rechercher une amélioration plutôt de la fonction motrice que de la réduction de la douleur. Dans la deuxième étude, l'effet était recherché versus un placebo. Dans la première étude, l'effet était recherché uniquement versus pas de taping. Les résultats étaient assez mitigés. On avait, pour ce qui est de la première étude, pas d'amélioration de la fonction motrice retrouvée sur quasiment tous les critères de jugement. Et pour la deuxième étude,
cette fois-ci une amélioration de 3 points sur l'Action Research Arm Test, qui est un test de fonction du membre supérieur, qui suggère cette fois-ci, comparativement à un placebo, un gain en termes de fonction motrice, certes léger, mais plutôt intéressant en faveur de l'utilisation de ces montages. Le dernier montage utilisé pour le membre supérieur était ce montage-là. Donc ici, 3 bandes étaient utilisées. Là aussi, l'objectif était de chercher à réduire le diastésis ou la subluxation présente chez les patients hémiplégiques en phase aiguë. Un premier bandage partait de la face antérieure de l'épaule et venait s'insérer derrière au niveau de l'omoplate. Un deuxième montage partait de la face postérieure de l'épaule et venait s'insérer devant au niveau du sternum. Et un troisième montage venait se placer de manière transversale perpendiculaire, ici systématiquement avec le patient placé avec un coude en flexion, posé sur une table afin de maintenir l'épaule cooptée lorsque le thérapeute réalisait le montage. Cette dernière étude est celle qui montre le moins d'effets en termes de réduction de douleur comme de prévention de douleur. Donc c'est le montage qui semblerait être le moins intéressant de tous les montages étudiés pour l'épaule et le membre supérieur plus exactement. Enfin, dernière étude qui a étudié, et donc seule étude, un montage sur le coude. Donc là aussi, un montage qui ressemble aux techniques utilisées par Jenny McConnell, avec le positionnement d'un IPAFIX et d'une bande non extensible par-dessus. Pour la petite histoire, l'IPAFIX en neurologie est très souvent utilisé afin de protéger la peau des patients qui, lorsqu'ils sont atteints de troubles neurologiques, ont une peau un peu plus souvent fragile que des sujets peut-être plus sportifs et plus jeunes en moyenne. Donc là, l'objectif de cette étude était d'évaluer à travers le positionnement, la stabilisation articulaire, la diminution de motricité involontaire, et plus exactement de syncinésie. Donc l'auteur a cherché à travers un tape en spirale qui partait de la face antérieure du poignet et qui était positionné avec un coude légèrement en flexion et une main en supination, à éviter ou à limiter la rotation, le mouvement de pronation spontanée que les patients hémiplégiques ont tendance à réaliser de manière involontaire. L'effet à étudier l'activité EMG lorsqu'on demandait au sujet d'activer ou de réaliser une tâche motrice intense avec le membre supérieur contralatéral, donc le membre supérieur sain. Et au plus on retrouvait une activité EMG importante sur le côté sain, au plus on considérait que la motricité involontaire était importante. Donc c'est ce qu'ils appellent ici le root mean square, c'est-à-dire le signal EMG des fléchisseurs de coude lors de la contraction isométrique des extenseurs. Ici, là aussi, on retrouve un effet en faveur de l'efficacité de ce montage de taping, mais un effet relativement faible et difficile à interpréter d'un point de vue clinique, car exprimé en termes d'activité EMG. Et les résultats étaient assez hétérogènes selon les types d'activité EMG qui étaient retrouvés. Voilà, donc pour finir, l'ensemble des montages que je vous ai présentés, qui alors étaient, je pense, assez difficiles à présenter en ligne, une présentation en présentiel m'aurait permis de faire d'éventuelles démonstrations de montage. Pour ceux qui souhaiteraient avoir plus d'informations sur ces montages-là, toutes les références sont présentes à la fin de la diapositive. Et nous avons également réalisé des fiches techniques qui résument un petit peu toutes les informations. Donc vous avez un exemple ici. Ces fiches techniques-là recensées à travers des photos, la description des montages, une description un peu plus exhaustive ici à travers l'explication. Et systématiquement, comme ça vous a été présenté, les résultats extraits en termes d'efficacité ainsi que les références bibliographiques. Ces fiches-là, disponibles en PDF, sont disponibles sur le site internet de la SFP, qui est donc le groupe d'intérêt en neurologie de la Société française de physiothérapie, qui est l'équivalent d'une société savante et qui a pour objectif de diffuser et de favoriser la vulgarisation scientifique dans le domaine neurologique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. J'espère que mes propos ont été suffisamment clairs et je reste à votre disposition si vous avez des questions à propos de ma présentation. Merci beaucoup, Monsieur Rostagno, pour votre présentation. On se posait notamment la question d'où vient en fait cette confusion qu'il y a eu en France entre le taping et le strapping.
Comme je l'ai dit en introduction, c'est difficile, il n'y a pas eu d'étude qui a remonté, mais je pense que la confusion est principalement venue de l'introduction du kinesiotaping. Les techniques de taping qu'on a présentées ici sont assez anciennes. Pour certaines, elles ont 20, 30 ans. Pour ceux que ça intéresse, vous avez pas mal d'informations dans ce livre-là, qui a été réalisé par Rose McDonald et qui est une synthèse, on va dire, de la littérature concernant l'efficacité de toutes les techniques de tape. Et on a été relativement étonné de l'ancienneté de ces techniques-là. Et on va dire, dans la tête des gens, le terme taping est souvent associé au kinesiotaping. Donc ces bandes, cette fois-ci extensibles et de couleur, qui ont été largement diffusées grâce à leur introduction ou leur application lors des JO de Londres et qui ont déployé énormément la communication sur ces bandes. Donc l'explication pour nous la plus commune est voilà, l'introduction du kinesiotaping qui utilise le taping alors que les bandes sont plutôt extensibles. Alors, il y a une autre question. Quelle technique serait principalement à retenir pour complémenter une prise en charge en cabinet libéral par rapport à des problèmes neurologiques et qui aiderait aussi, qui serait complémentaire aussi peut-être de la pose de taping du coup? Alors, la question est parmi les montages qui ont été présentés, lequel semblerait le plus intéressant? Oui, voilà, c'est ça. Alors, difficile à répondre. En fait, comme vous l'avez vu, chacun des montages répondait à des objectifs ou à des besoins assez différents. Ce qui ressort de la littérature est que les montages en fait, doivent être appliqués après une évaluation la plus précise. Donc, si l'objectif... L'idée est de catégoriser en fait, dans l'évaluation si le besoin du patient est un besoin en termes de stabilité articulaire, un besoin de gain articulaire ou un besoin, on va dire, de facilitation d'activation motrice. Et en fonction de ces besoins-là, qui doivent être ressortis par l'examen clinique, l'utilisation de tape peut s'avérer complémentaire d'une prise en charge à travers exercice, à travers électrostimulation. Donc, c'est difficile de préconiser un traitement parmi d'autres. Pour le membre supérieur, par exemple, et pour les... je vais vous montrer les diapositives. Pour tout ce qui est des tapes des membres supérieurs chez les patients hémiplégiques, le tape, on va dire, ne va pas forcément être préconisé en prise en charge libérale, notamment à cause de la situation des patients. La plupart du temps, les patients hémiplégiques en libéral sont des patients plutôt en phase chronique, donc leur évolution d'un point de vue moteur est beaucoup plus souvent lente ou moins progressive. Et il faut bien comprendre que l'utilisation des tapes est quelque chose qui peut s'avérer assez chronophage, notamment au début, lorsque l'entraînement et le niveau de pratique n'est pas forcément très avancé. Donc ce type de montage, par exemple, ici pour le membre supérieur, ne va pas forcément être intéressant si le patient ne présente aucune motricité de l'épaule. Si par contre vous avez un patient qui présente une motricité on va dire partielle, l'intérêt de ces montages va être de permettre de libérer le patient d'écharpes, de dispositifs qui vont plutôt avoir tendance à l'immobiliser. Donc je dirais vraiment pour une évaluation, une recherche de l'altération structure ou du défaut principalement rencontré, et le tape va chercher à répondre à un besoin spécifique. Ok, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Rostagno. On vous remercie encore pour votre présentation et pour vos réponses, et on espère peut-être que vous serez présent peut-être l'année prochaine, pourquoi pas, à la prochaine édition du congrès. Alors, pour le CRAIL, c'est terminé pour cet après-midi. Rassurez-vous, on n'a pas fini de se voir. Enfin, pas de se voir, du coup. Mais du coup, on se retrouve ce soir à 20h pour cette dernière partie de la 3e édition du congrès CRAIL.